Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un projet Maven. Donc nous avons pour cela une classe, alors je vais trouver Studio Code, donc on a notre projet Maven, donc ça a été créé par Maven, qui a donné une structure à mon projet. Donc SRC c'est les sources, main c'est les sources du code de l'application, et test Java c'est les sources des codes de test. Et donc maintenant nous allons passer justement à la phase de test. Nous avons récupéré la classe counter qu'on a importée dans notre projet. Alors on a écrit un petit programme qui testait, c'est un grand mot, qui faisait utiliser la classe counter pour créer deux compteurs et les additionner, voir si ça marchait bien. Donc maintenant on va essayer de faire des tests unitaires de manière un peu plus systématique en utilisant le framework JUnit. C'est l'objet donc de cette deuxième vidéo qui lance le TP, donc et la deuxième partie test JUnit. Donc on va d'abord commencer par configurer le projet pour utiliser JUnit 5, parce que le projet qui a déjà été créé, il y avait déjà des tests, ici qui était écrit, bon, c'est un squelette de test, ça c'est pas vraiment effectif, mais avec JUnit version 4, c'est la version entière de JUnit, et donc moi je veux utiliser la version la plus récente, la version 5, que je vous ai aussi présentée en cours. Donc pour utiliser JUnit 5, il va falloir donc commencer par configurer notre projet pour remplacer ce qui est fait avec JUnit 4 par JUnit 5. Donc, il va falloir travailler sur le fichier de configuration de l'application, qui est donc le fichier POM.xml, Project Object Model, pour Maven, qui définit la structure d'un projet. Première chose à faire, c'est d'abord commencer par, je vais définir une variable d'environnement, enfin pas d'environnement, une variable pour Maven, en fait, qui va me permettre de définir la version de JUnit que je vais utiliser. Je vais mettre ici donc une variable que je vais appeler JUnit version. Et cette variable, je veux dire qu'elle vaudra 5.8.2, qui est la version actuelle au mois de janvier 2022 de JUnit, la plus récente. Ensuite, les dépendances. Les dépendances, donc c'est dedans dans Maven, pour dire que pour se construire, mon projet, il a besoin de cette bibliothèque JUnit 4.11, et ça, je veux le remplacer par la 5.2. Donc je vais effacer cette dépendance et rajouter ici la dépendance pour JUnit 5, qui en fait se présente sous la forme de deux dépendances. Il y a dependency, c'est toutes les dépendances du projet. Il y a une première dependency qui est ici, qui est la dépendance par rapport à JUnit Jupyter API, qui fait partie du groupe org JUnit Jupyter. Donc org.JUnit Jupyter, c'est l'identifiant qui désigne tout ce qui concerne JUnit 5. Et là-dedans, il y a un sous-projet qui s'appelle JUnit Jupyter API, donc on appelle un artefact avec son ID qui est ici. Deuxième dépendance, c'est la même chose, c'est toujours pareil du même groupe, org JUnit Jupyter pour JUnit 5, et ici c'est le JUnit Jupyter Enzyme, donc c'est ici pour pouvoir exécuter mes tests. Ces deux dépendances interviendront au moment de la phase de test de mon projet. Et le numéro de version qui a été mis ici, il est récupéré ici et ici. D'où l'intérêt de passer par une déclaration property qui évite d'avoir à modifier plein de choses. Quand je change de numéro de version, je ne changerai que à cet endroit-là. Donc ça, c'est la première chose pour mon projet JUnit. Donc, autre chose à faire, c'est de changer la version de un plugin qui est utilisé par JUnit. C'est un plugin Maven qui s'appelle Surefire. Alors ça, c'est un truc qui gère des exécutions de tests unitaires aussi, ou les rapports d'exécution des tests unitaires. Et donc là, je vais changer sa version pour prendre aussi la version la plus récente, 3.0. Il me propose de la complétion, et je vais faire 3.0.m5, qui est la dernière version de juin 2020. Donc, pour le moment, ça va suffire comme modification. Donc, je sauvegarde mon fichier POM.xml. Sauvegarder le fichier POM.xml. Il me demande si, puisque j'ai changé par exemple les dépendances, donc en fait il va retirer les jars de JUnit 4 de mon classe pass et rajouter ceux de JUnit 5 et des dépendances de ces différents jars. Donc je dis OK, mettre à jour mon classe pass et ma configuration de projet, ce qui est fait. Et alors on va observer ce qui se passe ici à gauche dans les différentes vues que j'ai. Donc j'ai la vue fichier. Puis je l'ai vu, projet Java. Alors vous voyez ici qu'il y a du rouge qui est apparu parce que, et en particulier autour de la classe AppTest, qui maintenant comporte 4 erreurs. Donc, si je vais sur la classe AppTest, je peux aussi voir ici avec les problèmes, je vois mes erreurs. Il me dit
L'apport org-init assert, celle-ci, ne peut pas être résolu. Test, il ne sait pas ce que c'est. Donc en cliquant ici, hein, je vais directement sur l'erreur. Donc tout ça, c'est lié au fait que j'utilisais ces packages org-init assert qui faisaient partie de JUnit 4 et qui n'existent plus dans la version 5 de JUnit. Alors, c'est pas grave, cette classe apptest, je ne veux pas la garder, je vais la supprimer, donc je l'enlève, je la détruis. Voilà, je la mets à la poubelle. Donc là, il n'y a plus de problème sur mon projet. Et je vais ensuite créer ma classe de test pour la classe counter. Donc pour créer cette classe de test, en fait, donc je la sélectionne, elle apparaît dans l'éditeur, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc le mettre dans le code, et j'ai ici, quand je fais un clic droit, un item qui s'appelle source action, qui permet d'avoir des actions sur le code source de ma classe. Et ce source action, ben, parmi les propositions qu'il me fait, il me propose de générer une classe de test unitaire pour JUnit. Donc je crée cette classe, il me propose de la mettre dans le même package que ma classe compteur, donc fr.m2ag.m2cci.compteur, de l'appeler counter avec l'extension, le postfix test, donc classe de test pour counter, donc je vais garder ce nom-là, il me va très bien. Et il me demande quelles sont les méthodes pour lesquelles j'aimerais bien faire des cas de test. Donc je vais choisir toutes les méthodes, je veux tout tester. Donc je vais ajouter mes cas de test qui sont ici, et c'est parti. Je génère le squelette de cette classe de test. Alors, cette classe de test a été créée dans le package frm2ag m2cci.compteur, même package que pour la classe compteur. Mais par contre, au niveau de l'organisation des fichiers, c'est dans le répertoire src test, alors que l'autre, c'est dans le répertoire src main. Hein, donc, c'est bien séparé pour pas que, quand on va faire le packaging du projet, on package ensemble les codes exécutables de l'application et puis les codes de test qui, eux, ne servent qu'en phase de développement. Donc, c'est pour bien séparer les choses. Je vais sauvegarder maintenant ma classe counter test, qui n'était pas encore sauvegardée, et je vais aller ici, j'ai l'outil de test hein, qui permettra d'avoir une vue adaptée à la exécution et à la visualisation des résultats des tests. Donc, je me mets sur la vue test, et je vois ici, j'ai mon projet compteur, dedans il y a le package fr et machin compteur, et puis j'ai compteur test. Donc à chacun de ces niveaux, je peux dire je peux exécuter tous les tests de compteur, tous les tests du package ou les tests de la classe compteur test, et même je pourrais aller dire je vais exécuter que ce test-là. Alors on va les exécuter tous. Alors pour le moment il n'y a pas de surprise, hein, ils vont tous réussir parce qu'en fait il n'y a rien dans les méthodes, donc il ne se passe rien, il n'y a pas d'assertions qui seront violées. Donc tout va aller bien, normalement tout devrait être exécuté. Vous avez vu ici un petit icône, pendant l'exécution c'était une montre orange, et maintenant quand ça a réussi, tout est vert, donc tout a réussi. Tous mes tests ont réussi. Bon, normal, vu qu'il n'y a rien. Alors je trouve que le générateur de programme de test aurait peut-être pu être un petit peu plus malin. Moi j'aurais préféré qu'il fasse échouer chacun des tests. Alors je vais ici faire un appel à la fonction fail, à la méthode fail qui est définie dans les insertions. D'accord, donc il ne connaît pas, il va me demander de faire l'import. Donc je vais faire l'import pour qu'il puisse connaître, c'est un import qui vient de org-init Jupyter API. D'accord, c'est l'import statique parce que c'est une méthode statique de la classe insertion. Et je vais mettre ça partout, dans tous mes tests. Ce qui va faire qu'ils vont échouer. Et ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que tant qu'on ne les a pas écrits, donc c'est ce qui a été généré, ben c'est comme s'il y avait le test qui n'était pas bon. Donc il faudrait mieux forcer comme ça tous les tests à valoir fail quand on les génère, plutôt que d'avoir après à faire ça manuellement. Hein, certains IDE, par exemple NetBeans, quand on génère des tests, ben, il met ça à fail justement pour que ça échoue. Ça va nous permettre de voir ce qui se passe quand j'ai mis en exécution. Donc je rejoue tous mes tests. Voilà, et là ici, vous voyez que j'ai du rouge partout. Et là ici, dans mon code, hein, si je viens à un endroit donné, il va me dire, hop, pourquoi ça a échoué et qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, bon, c'est assez évident, hein, c'est la fail, ça fait échouer un test. Donc voilà. Mais quand ce sera des tests, moi, que je vais écrire, si j'ai des échecs, j'aurai du rouge, et puis je pourrai aller cliquer ici pour voir à quel endroit du code ça a échoué. Remonter la pile des appels, puisque c'est une exception, et voir par où je suis passé et
ici, identifie la raison de mon problème. Donc voilà, là, c'est des tests qui ont échoué. Donc maintenant que j'ai ça, je vais compléter la classe CounterTest pour que chacune des fonctionnalités de celle-ci, chacune des méthodes publiques de celle-ci soit testée. Alors je vais aller chercher sur le sujet, il y avait justement un cas de test pour la classe counter. Où est-ce qu'il est? Écriture, voilà. Je vais récupérer ici le code qui est ici. Test add, que je vais prendre et coller dans la méthode add de mes cas de test. Alors je peux aussi demander à ce qu'il m'efface, je crois, ici, clear all result, comme ça j'ai plus la pollution de mes résultats sur ma fenêtre. Donc je vais écrire ma méthode test add. Donc un petit message sur la console. Assert equals, et ben là c'est pareil, il faut que je fasse l'import. L'import pour assert equals. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je crée un objet compteur qui vaut 10. Un deuxième objet compteur qui vaut 4. Je crée un objet compteur C3 qui sera la somme de C1 et C2. Et je vérifie que mes trois compteurs ont les bonnes valeurs. C'est-à-dire que C3 a bien comme valeur 14, que C1 et C2 n'ont pas été modifiés. C1 vaut 10 et C2 vaut 4. Donc je vais rejouer mes tests, d'accord, qui tout à l'heure échouaient tous, et maintenant, voilà, miracle, mon test, le premier test, a réussi. D'accord. Donc là aussi, je peux les rejouer simplement en cliquant dessus. Je ne rejoue qu'un test, ou je peux rejouer ici en jouant tout seul. Donc voilà, maintenant que ce premier test est écrit, donc il va falloir que j'écrive les autres cas de test pour essayer d'être exhaustif et de tout tester. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans ce qui suit. Donc il faut que je vérifie maintenant que chacune des méthodes respecte bien ce qui est annoncé. Donc je vais reprendre le contrat de la classe qui est défini par sa Javadoc. Où est-ce qu'elle est? Je cherche ça. Voilà. Ici, la Javadoc de la classe counter. Donc je vais ouvrir ça dans l'onglet. Et donc ici, il faut que je teste chacune des méthodes. Donc add est déjà testé, elle marche, hein, ça a l'air de marcher. Donc décrémente. Ça décrémente le compteur et retourne sa nouvelle valeur. GetCount, ça retourne la valeur du compteur. Increment, ça incrémente le compteur et retourne sa nouvelle valeur. Et création, sup, ça crée un nouveau compteur qui sera la soustraction du compteur qui est sur le message avec la valeur du compteur passée en paramètre de méthode sum. Donc allons-y. Revenons dans machin. Donc décrément. Donc je vais créer par exemple toujours pareil. Je vais prendre un système.out 6 août décrément. Bon, ça c'est une petite trace, c'est pas très utile en fait. Je vais créer un compteur C1 qui sera un nouveau compteur new compteur. Counter, pardon, pas counter, voilà, avec un paramètre qui sera un entier. Et donc je vais mettre par exemple toujours pareil à 10 et je vais le décrémenter. Donc décrémenter ce compteur, ça consiste à dire que quand je fais décrément, d'accord, alors je peux même d'ailleurs faire un assert equals. Le compteur, on a vu que quand on le décrémente, il doit envoyer la valeur du compteur après la décrémentation. C'est ce que disait la doc. Décrémente le compteur et retourne sa nouvelle valeur. Donc si je décrémente le compteur, il va passer à 9 et je devrais récupérer la valeur 9. Donc je vais écrire que j'attends la valeur 9 et effectuer l'opération de décrémentation de C1 et le décrémenter. Et puis voilà, et puis je vais vérifier aussi que le compteur, sa valeur, une fois qu'il a été décrémenté, hein, c'est bien aussi égal à 9. Donc c'est C1. Ici, je demande, donne-moi ta valeur. C1, getCount.
get count, voilà, hop, je l'ai, j'ai la valeur du compte. Alors, on va vérifier ce test, hein. Je vais l'exécuter, je vais voir s'il fonctionne, je clique là pour qu'il s'exécute, et il a échoué. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la valeur attendue c'était 9, et qu'en fait j'ai récupéré la valeur 10. D'accord? Donc quand un test échoue, ben, on sort de la fonction de test et puis on passe aux fonctions de test suivantes. Donc là, elle a échoué. Donc ça veut dire que décrémente, là, ne donne pas la bonne valeur, il renvoie 10. Alors, regardons ce qui se passe dans décrémente. Donc je vais aller à la définition. Voilà. Utilisant cette méthode, donc ça me permet de naviguer comme ça facilement de classe à une autre. Donc coûte moins 1, moins. Décrémente le compteur, retourne sa nouvelle valeur, la nouvelle valeur du compteur après décrémentation. Voilà, ça vient de l'erreur, elle vient d'ici. Compte, moins, moins, c'est une expression de post-décrémentation. C'est comme compte plus, plus. La valeur de cette expression, c'est la valeur de la variable avant de faire l'opération d'incrémentation ou de décrémentation. Donc là, ici, ça m'a renvoyé la valeur. La variable est 10, ça me renvoie 10, et après, ça me modifie 10 en mettant un 9. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, il y aurait deux solutions. Je pourrais faire count moins moins, et puis renvoyer la valeur de count. Là, je suis sûr que count a été modifié, je renverrai bien la valeur 9. D'accord? Ou je peux faire, non plus une post-décrémentation, mais je peux faire une pré-décrémentation. Donc là, ça décrémente compte, et là, ça renvoie la valeur de la variable décrémentée. Donc ça fait la décrémentation avant, alors que quand on met après, ça le fait après. Donc on va voir, je suis ici, je vais réexécuter le test décrément. Il exécute mon test, et il a réussi. Donc maintenant, c'est assez facile d'écrire les autres tests. Hein. Il y a get count. Get count, ben je peux vérifier que quand je crée un compteur, sa valeur, c'est bien C1 égale, non, pardon, assert equals, donc ben, il vaut 10, et c'est C1. C1, pardon. C1.getCount. Voilà. Alors je crois qu'il y a un deuxième constructeur pour les machins. Je vais créer avec le deuxième constructeur C1 égale new counter. Voilà, je crois que j'ai un constructeur sans paramètres. Donc là, je pense qu'il doit valoir 0. Voilà. Bon, on a déjà aussi un peu testé quelques comptes d'ailleurs. Donc je vais me contenter de ça. Ça ira très bien. Et je teste ma méthode. Qu'est-ce qu'il me raconte 10 et c'était 0. Oui, j'ai fait un copier-coller. C'est moi. Là, c'est dans le test que j'ai fait une église. Hein, c'est voilà, le compteur créé par le constructeur sans paramètres a une valeur de 0. Parfait. Donc là, c'est passé. Donc maintenant, je vais exécuter le troisième test. Donc c'était comme décrément. Je crée mon compteur, je vais l'incrémenter. Et je vérifierai qu'il vaut bien ce que j'attends. Donc ici, je l'incrémente. Donc, incrémente. D'accord. Et je vérifie qu'après incrémentation, il vaut 11. Le test, on exécute. Eh bien, ça ne marche pas, j'ai le 10. Donc, allons voir ce qui se passe. Hein. Donc, je vais sur increment, go to definition. Pardon. Hop, alors, je vais fermer ce truc-là, ça sera mieux. Donc, increment, go to
definition. Voilà, je suis dans increment et c'est le même problème que pour le compte. Voilà. En fait, il faut faire une pré-incrémentation pour pouvoir récupérer la valeur une fois qu'elle a été incrémentée. Donc, quand c'est devant, ça fait l'opération et après, ça modifie la variable, ça renvoie la valeur. Donc, quand c'est mis après, ça renvoie la variable avec la valeur de la variable et ensuite, ça fait l'opération. Donc là, il faut pré-décrémenter. Voilà. Et donc, test increment. Maintenant, j'espère que tout rentre dans l'ordre et qu'on va bien avoir 11 dans les deux tests. Parfait. La soustraction. Alors là, ici, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Ah, pourquoi c'est pas mis à jour? J'ai pas effacé, oui, voilà. Si c'est vert. Bizarre. Donc, test soustraction. Bon, la soustraction, c'est pareil. Alors, je vais prendre le même test que l'addition, ça doit ressembler, je pense. Hop, voilà, je crée deux compteurs. Je fais un troisième compteur qui sera la soustraction. Donc, je reprends ce test-là. Je fais ma soustraction. Donc, c'est sub. C'est ça, sub. Donc, 10-4, j'espère que ces trois, il vaut 6. Et que les deux autres n'ont pas changé. Je vous le teste. Il y a une erreur. Il n'a pas fait une soustraction, il a fait 10 plus 4, donc il a fait une addition. Donc, allons sur ce méthode sub. Voilà. Et je peux donc la tester. Alors pour aller sur la méthode, vous l'avez vu, j'ai fait ici depuis, mais on peut aussi le faire depuis l'explorateur. Hein, si je prends la vue outline, qui est ici, hein, la structure du truc, je clique, je vais sur le membre correspondant. Donc là, c'est sub que je veux corriger. Alors sub, je pense qu'il y a un copier-coller qui a été fait un peu intempestif. Donc en fait, il y a un plus, c'est oublié de changer l'opérateur, donc je vais mettre le moins. Et je vais retourner dans mes tests, jouer cette fonction test sub. Voilà, et il me reste plus que la fonction test toString. Donc toString, ça envoie, voilà. Donc ça doit m'envoyer, si un compteur vaut 10, il envoiera la chaîne crochet, un espace, 2 points, un espace, 10, fermez le crochet. Donc je vais créer mon compteur qui vaut 10. Et je vais vérifier que les deux chaînes sont, que ce que j'obtiens quand je fais un toString, compteur C1, donc ce sera assert equals. Le paramètre ici sera une chaîne de caractères qui sera donc, alors je ne me rappelle plus, compteur.java c'est compteur, c'est ça. Crochet ouvrant compteur, 2 points, il vaut 10, c'est ce qu'on attend. Et là, ici, je vais demander à le C1 de moi ta représentation sous forme de chaîne de caractères. C1, toString. Voilà. On regarde. Et on va vérifier que tout fonctionne. Donc, voilà. Ou si je rejoue tous les tests, tout est rejoué et tout va réussir. Donc, parfait. J'ai écrit tous les tests de ma classe compteur. Vous avez vu que même sur des choses simples, des fois il peut y avoir des petits bugs, il y a de l'inattention ou de couper-coller qui est mal fait. Donc il ne faut pas avoir peur de tester des choses, même si elles sont très simples. Hein. Et comme ça, je suis confiant. Si plus tard je rajoute des choses à ma classe compteur, je modifie quelque chose, je vais pouvoir jouer mes tests, puisque c'est dans le programme de test qui est ici et qui se joue tout seul.